Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Bien entendu, les Français sont directement concernés et seront donc directement consultés. Par référendum. Et donc il y aura un référendum. Non à l'Europe de l'austérité et du libéralisme. Cette année-là, lors du référendum européen, les chefs des deux partis majoritaires ont mené la campagne du oui en déclarant la main sur le cœur que cette décision revenait au peuple. J'étais pour le référendum, car on ne peut pas dire l'Europe c'est important et la construire sans les peuples. J'étais également favorable au référendum parce que je pense qu'on ne peut réconcilier les citoyens avec la démocratie et avec l'Europe que s'ils participent eux-mêmes au choix. Vous avez bien entendu, l'Europe ne pouvait pas se faire sans l'approbation des peuples. Il n'y avait jamais eu de référendum au Royaume-Uni, mais il y en avait eu un en France et aux Pays-Bas. On en a vu les conséquences. Après 5 mois de campagne intensive, le 29 mai 2005, les Français se déplacent en masse dans les isoloirs. Avec un taux de participation exceptionnel de 70% et une abstention d'à peine 30%, le référendum a rencontré son public. Non. Et le soir venu, le non l'emporte. Rejette. C'est une victoire nette, c'est une victoire populaire. C'est les électeurs et les électrices eux-mêmes qui construisent cette victoire. Voilà, il n'y a pas d'homme providentiel ni de femme providentielle. C'est eux qui construisent cette victoire. Le 29 mai 2005 reste un jour historique parce que c'est une victoire de la souveraineté populaire sur le système politique, le système médiatique. On a réussi à mobiliser la population, à l'intéresser à une question vraiment éminemment politique. 84 départements sur 100 ont voté non. 59% des sympathisants socialistes ont voté non, une déculottée mal digérée par les tenants du oui. Alors, sur les plateaux de télévision, on laisse poindre le pire. Je crois que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. C'est aussi une défaite pour la France. Dès le soir même, comme pour le Brexit, c'est l'arrogance vindicative, c'est la méchanceté, c'est le refus du suffrage. Et on a l'impression que l'apocalypse est tombé sur la France. Surfer sur le chaos, il aime ça, Nicolas Sarkozy. Cela lui donne de l'importance. Et le 8 septembre 2006, le nouveau ministre de l'Intérieur, déjà vêtu de l'habit de candidat à la présidentielle, se rend à Bruxelles avec la ferme intention de donner quelques gages à son ami Barroso, président de la Commission européenne. Entendez par là, si vous m'épaulez, je ramènerai la France dans le droit chemin. J'ai senti un Européen convaincu et convaincant. On se rend compte qu'ils n'acceptent pas leur défaite. Mais à l'époque, on n'avait pas encore l'expérience d'un viol de la démocratie de l'ampleur de celui qui va se commettre. Et on n'en croyait pas les responsables politiques français capables. Vous voyez bien cette espèce de connivence satisfaite de gens qui sont déterminés à ce que l'Europe se fasse sans les peuples européens. Pas encore élu, mais sûr de lui, Nicolas Sarkozy fait alors une promesse à Bruxelles. Il faut recourir à un mini-traité pour réaliser les réformes institutionnelles les plus urgentes. Alors la dernière fois que je le vois, je ne l'ai pas revu depuis, je le vois le 13 janvier 2007, place Beauvau, il veut me recevoir. Et là, il commence à me faire un grand cinéma. Alors pourquoi tu m'attaques partout? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je t'ai toujours accueilli. Quand tu as voté non, je t'ai toujours laissé la place au sein de l'UMP, ce qui était vrai. Mais j'ai dit, écoute, je vois arriver avec effroi que tu es candidat, c'est ton choix, mais sur une affaire fondamentale de l'Europe, tu veux revenir sur le référendum. Et là, il me dit, mais le référendum, j'en ai rien à foutre. Je lui dis, mais comment tu peux? Les Français ont voté. Mais il dit, mon élection vaudra l'équivalent, ça sera un vote. Et le peuple, contre toute attente, a dit non au traité. Pourtant, nous allons voir comment Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, va contourner le vote souverain des Français.
Je suis scandalisée. Comment les parlementaires, les élus de la nation peuvent défaire ce que le peuple a fait? C'est une atteinte à notre démocratie qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Et ce n'est qu'un début. Je débloquerai la situation en Europe en proposant un traité simplifié sur lequel messieurs Zapatero, Blair et madame Merkel m'ont donné leur accord et qui fera de l'Europe une protection pour les Français et non pas le cheval de Troie de la mondialisation. Un traité sans référendum. Bien sûr. On n'imaginait pas la rouerie de cette combine qui a consisté à reprendre le traité, le découper en petits morceaux, jeter le papier en l'air, le laisser retomber et coller ce qu'il y avait en disant voilà, c'est le nouveau traité. Après 6 mois de campagne intense, Nicolas Sarkozy remporte le 6 mai 2007 l'élection présidentielle. 10 jours plus tard, l'homme convaincu et convaincant se rend à Berlin bien décidé à concrétiser avec son amie Angela Merkel le retour de la France dans le giron européen. N'oubliez pas ce qu'il disait à Nicolas Dupont-Aignan. « Mon élection vaudra quitus du peuple ». C'est ainsi que le 13 décembre 2007, il signe sans état d'âme à Lisbonne le nouveau traité européen du même nom. 6 semaines plus tard, réunis à Versailles, les parlementaires, sur demande du chef de l'État, sont appelés à modifier la Constitution afin de permettre la ratification du traité de Lisbonne. Ils s'apprêtent à commettre le plus grand rapt démocratique de la Ve République. Il y a 2 ans, nous avons rejeté un texte qui donnait à l'aventure européenne un cadre constitutionnel. Ce fut le choix des Français. Et ce choix, il devait être respecté. Mais nous ne pouvons pas ignorer que nous avons alors jeté une Europe qui espérait en nous dans l'étonnement et dans le trouble. Mais que se passe-t-il dans la tête de François Fillon ? Comment le Premier ministre de Nicolas Sarkozy peut-il assurer que le choix des Français doit être respecté alors qu'on se prépare à contourner leur vote de 2005 ? Le peuple s'est prononcé une première fois par référendum. Aujourd'hui, le président de la République veut refaire passer le même traité à quelques nuances près par la voie parlementaire. C'est un déni de démocratie, clairement. Mais attention, l'Europe construite comme ça, c'est une Europe qui se met en divorce avec le peuple, et c'est grave. Comment faire si nos dirigeants vivent dans un monde parallèle ? Que faire lorsqu'ils bafouent le vote souverain parce que, justement, ce traité de Lisbonne n'a pas été soumis à référendum ? C'est la restauration. Je me revois encore marchant dans ce Versailles magnifique et me dire mais comment les parlementaires, les élus de la nation peuvent défaire ce que le peuple a fait. C'est un crime. C'est un crime politique. Moi, c'était attentatoire au contrat civique. Imaginez que dans quelques mois, après le référendum sur le Brexit, ce soit la Chambre des communes qui dise le référendum n'a plus aucune valeur, vous auriez un climat... c'est le mot révolutionnaire qui me vient, mais en tout cas quelque chose qui ressemblerait à ça, qui ressemblerait à un peuple qui se met en absolue rupture avec son pouvoir. À Versailles, la majorité des parlementaires, de gauche comme de droite, ont adopté la modification de la Constitution par 560 voix pour et 181 contre. 3 jours plus tard, à l'Assemblée nationale, la Constitution modifiée, députés de droite et députés socialistes adoptent en masse la loi permettant la ratification du traité. Voilà comment les représentants de la nation ont censuré le peuple qui les a élus. Je suis scandalisée. Il suffisait que les socialistes refusent de ratifier, votent contre la modification constitutionnelle pour faire passer le traité de Lisbonne, pour que ce traité ne puisse pas passer. On peut se croire malin quand on monte des coups comme cela, mais les blessures qui sont infligées à la conscience collective, les affects qui sont bousculés par ce type de méthode laissent des traces indélébiles. Et le sentiment de dégoût qui va finir par être de la haine contre toute la superstructure politique a son terreau initial
dans ces jours-là, dans cette opération-là. Alors qu'en 2005, les médias s'étaient emparés du oui, ils sont pour le coup terriblement silencieux sur ce déni de démocratie. Une complicité implicite qui creuse encore plus le divorce entre citoyens et élites. Et comment voulez-vous que la presse, qui a soutenu, qui est allée jusqu'au bout dans le soutien du oui, contre un débat démocratique et contre ce que l'on pouvait attendre d'une presse libre et indépendante, comment voulez-vous qu'elle intervienne et qu'elle dise à ce moment-là, attendez, il y a un problème dans ce qui se passe. Le peuple français est en train de se faire voler sa décision souveraine, et donc ça ne va pas. Donc la presse, en se taisant, décide, dans un même mouvement, de rejoindre ce que les politiques ont fait, toutes tendances confondues. À un certain moment, l'heure de vérité, elle est là. L'heure de vérité, c'est soit on casse, soit, une fois de plus, on va plus haut. On va plus haut vers une fédération budgétaire européenne forte. Alors, si on... Maintenant, nous avons ce choix devant nous. Il aura lieu dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. On peut casser. Le système peut casser. Comme le disaient ses collègues tout à l'heure. Question, s'il casse, est-ce que c'est mieux pour nous? S'il casse, c'est un désastre. C'est un désastre pour chacun. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé, fait en sorte que sortir, ce ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'est peut-être pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Parce que si on sort, ce qui naturellement est toujours possible, c'est impossible, mais naturellement, si on veut, on peut, c'est très très compliqué. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très très compliqué de sortir, soit par le bas, soit par le haut, c'est très compliqué.